temps en temps, il y a un homme. Je dirais pas un héros, c'est quoi un héros? Mais de temps en temps, il y a un homme qui... Et c'est du Deadwood que je parle, là. De temps en temps, il y a un homme... Enfin, je dirais plutôt un zombie, ce qui était le cas de Deadwood, qui est sans doute le plus grand mort de tout YouTube. Ce qu'il qualifierait haut la main pour les championnats du monde de la spécialité. De temps en temps, il y a un mort. De temps en temps, il y a un mort. Ah, voilà, j'ai perdu le fil. The Big Lebowski n'est ni plus ni moins que le Pulp Fiction des frères Coen, décrié par la critique à sa sortie puis obtenant ses lettres de noblesse auprès du grand public par la suite. Bien évidemment, la comparaison ne s'arrête pas là, puisque le film est également construit de manière épisodique et contient une galerie de personnages tous plus cultes les uns que les autres, un objet dont on se fout sert au développement de l'intrigue, on y découvre Los Angeles sous des facettes peu connues, la musique est sublime, il y a des milliers de clins d'œil et hommages à un cinéma passé, et bien sûr la qualité d'écriture et surtout celle des dialogues est absolument énorme. Enfin, son impact sur la pop culture est immense aujourd'hui encore. The Big Lebowski est donc le 7e film des frères les plus talentueux d'Hollywood, Joel et Ethan Coen. À cette époque, ils avaient déjà sorti quelques perles comme Miller's Crossing, Arizona Junior ou encore le déjanté Fargo. Mais surtout l'incroyable Barton Fink qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes, doublé du prix de la mise en scène. Ainsi, quand ils s'attellent à ce projet, les deux frères n'ont rien des petits nouveaux. Et malgré le poids de leur succès, ils décident de réaliser un film totalement à contre-courant de l'ère du temps. Un peu comme Pulp Fiction quelques années plus tard. Ici, une comédie hilarante sur un hippie, The Dude, buveur inconditionnel de russe blanc, passionné de bowling, vivant à Los Angeles à l'aube de la guerre du Golfe et voulant se faire dédommager un tapis sur lequel deux malfrats sont venus pisser. C'est sur mon tapis qu'ils viennent pisser. C'est d'ailleurs suite à cet épisode que The Dude, incarné à la perfection par Jeff Bridges, va vivre une suite d'histoires totalement incroyables et surréalistes. Alors bien évidemment, The Big Lebowski brille en très grande partie grâce à sa galerie de personnages haut en couleur et écrit à la perfection. Mais The Big Lebowski c'est avant tout une histoire, complexe, qui va rendre hommage et parodier de manière subtile les grands films noirs du cinéma hollywoodien. Ainsi, le film s'inspire librement dans sa structure des romans noirs de Raymond Chandler et notamment de son premier roman, The Big Sleep, écrit en 1939 et qui fut adapté au cinéma en 1946. Et ce qui caractérise à la fois les romans de Chandler et l'histoire de The Big Lebowski est d'une part son intrigue à tiroir très complexe et ses nombreux rebondissements, mais également sa structure très épisodique à la manière d'un Pulp Fiction. À la seule différence qu'ici nous allons suivre uniquement un anti-héros, The Dude, rencontrer une galerie de personnages afin de résoudre une énigme, pourquoi a-t-on pissé sur son putain de tapis? Et d'ailleurs le tapis du film tient une place particulièrement importante puisque c'est lui qui va constamment permettre à l'histoire d'avancer et constitue ainsi ce que l'on appelle le MacGuffin du scénario, c'est-à-dire souvent un objet sans importance mais permettant à l'intrigue d'évoluer constamment. C'est ainsi un principe extrêmement utilisé dans les films noirs et faisant vivre au personnage principal de nombreuses histoires. Hitchcock l'a notamment utilisé avec La Somme d'argent dans Psychose, Les bijoux dans La main au collet, et bien sûr sa meilleure utilisation dans La mort aux trousses avec les secrets du gouvernement dans les documents n'existe même pas. Et pour en revenir à Pulp Fiction, la fameuse mallette de Marcellus dont on ne sait absolument rien du contenu jusqu'à la fin est un parfait MacGuffin. Mais ce qui est paradoxal dans The Big Lebowski, c'est que malgré une histoire s'imbriquant de toutes parts et étant assez complexe à comprendre, eh bien on s'en balance totalement. En effet, tout l'intérêt du film réside essentiellement dans l'ensemble des personnages le constituant qui sont tous, et je dis bien tous, plus cultes et excellents les uns que les autres. Au lieu de te la carrer dans le train un samedi, je vais te la carrer dans le train un mercredi. Olé! Wouh! On a tout d'abord The Big Lebowski, de son vrai nom Jeffrey Lebowski, homonyme du Dude, particularité qui constituera d'ailleurs l'origine de l'intrigue. C'est un millionnaire paraplégique incarnant parfaitement le capitaliste réactionnaire, méprisant les gens cool comme le Dude. Votre révolution est finie, monsieur Lebowski. Condoléances. Les minables ont perdu. Puis vient sa femme Bunny, qui va faire l'objet d'une rançon, mais qui est surtout une grosse nymphomane. Je te la suce pour $1000. D'ailleurs, Brandt est interprété à la perfection par un Philip Seymour Hoffman en grande forme. Brandt pourra regarder s'il paie $100. C'est merveilleux. Vient ensuite la fille de Lebowski, une artiste avant-gardiste dont l'inspiration prend vie chez Yoko Ono, et incarnée par Julianne Moore, dont l'art pourrait se résumer ainsi. Mon art impressionne beaucoup par son côté vaginal. Les hommes en sont déstabilisés, le mot en lui-même les perturbe énormément. Vagin.
Puis on a 3 tarés, les nihilistes, où l'on retrouve notamment Flea des Red Hot Chili Peppers. Une équipe de bras cassés allemande, totalement improbable, se traballant avec un furet et n'ayant qu'une seule idée en tête. Et demain, on reviendra te couper ton zézette. On Pardon. viendra couper zézette. Réfléchis bien à ça, Lebowski. Hein, ton petit asticot, Lebowski. On rentre ensuite dans le dur, avec le fantastique Jésus, ou Jesus, interprété par le survolté John Turturro, qui incarne ici un hispanique se léchant et s'astiquant la boule comme personne. D'ailleurs, son personnage est si énorme qu'il va donner lieu cette année à un film entièrement consacré à lui, et ça promet. Tu l'as dit, mec. Puis on a Donnie, qui aimerait bien en placer une, mais c'est sans compter sur Walter. Ferme-la, Donnie, toi tu es à côté de la plaque. D'ailleurs, Walter, meilleur ami du Dude et ancien vétéran du Vietnam qui ne voit tout que par ce prisme, est très à cheval sur les règles. Y'a personne ici à part moi qui se soucie encore de respecter les règles. Mets-toi à zéro. Ils sont en train d'appeler les flics, Walter, remets ça. Mets-toi à zéro. Range ça, Walter. Walter. Tu crois peut-être que je plaisante? Mets-toi à zéro. Walter est tout simplement un personnage magique interprété par John Goodman et inspiré d'un des plus grands scénaristes d'Hollywood. John Milius ayant notamment écrit Apocalypse Now, Les Dents de la Mer et surtout l'Inspecteur Harry, car comme Walter, John adore les flingues. Mais que serait The Big Lebowski sans l'homme le plus cool du monde? The Dude. The Dude, l'homme le plus cool du monde, est interprété, que dis-je, incarné par Jeff Bridges et inspiré en grande partie du vrai Dude, Jeff Dode, qui se faisait réellement appeler comme ça bien avant la sortie du film. Jeff Dode est un producteur de films indépendant qui a rencontré les frères Coen alors qu'ils cherchaient à produire leur premier film 100%. Suite à cette rencontre, ils sont devenus amis et ont pu s'inspirer pendant 10 années de ce personnage haut en couleur. C'est un ancien activiste politique qui a notamment été membre du Seattle Liberation Front durant la guerre du Vietnam, c'est-à-dire un mouvement radical militant pour la paix et contre la guerre du Vietnam. Et je vous laisse deviner ce qu'il aime dans la vie, boire des Russes blancs et fumer de la weed. Mais le Dude est également inspiré de Peter Exline, autre ami des frères Coen qui vivait dans un appartement miteux et qui, après avoir trouvé un tapis dans les poubelles, n'arrêtait pas de dire que celui-ci harmonisait très bien la pièce. Il leur raconta de nombreuses anecdotes sur sa vie qui se retrouveront d'ailleurs dans le film. Il était également membre de la ligue de softball, mais les frères Coen ont préféré le faire jouer au bowling car, je cite Ethan Coen, c'est un sport très social où vous pouvez vous asseoir, boire et fumer tout en étant engagé dans des conversations ineptes. Et c'est sûr, des conversations ineptes, il y en a des tonnes dans The Big Lebowski. C'est même le cœur du film, ce qui lui donne tout son aspect comique. Et pour ça, il faut dire que les frères Coen ont un don quasi inégalé dans l'écriture des dialogues et surtout dans le sens du rythme, qui est le secret de la comédie. Bien évidemment, ici on peut aussi faire le parallèle avec la qualité d'écriture de Tarantino et les nombreux dialogues présents dans Pulp Fiction. Mais pour en revenir au Dude, au-delà de ses influences et de l'écriture chirurgicale des frères Coen, Jeff Bridges s'est énormément inspiré de sa propre vie dans les années 70 où il dit qu'il était et vivait comme le Dude. Il est d'ailleurs habillé dans le film avec ses propres vêtements. Autant dire que c'est un véritable rôle de composition. En effet, il n'interprète pas le Dude, il est The Dude, devenu une icône, l'un des personnages les plus importants du cinéma et même un messie pour certains. Car oui, Dude et son mode de vie n'ont ni plus ni moins inspiré une philosophie, une religion même, le dudéisme. Oliver Benjamin, ancien journaliste à Los Angeles et installé en Thaïlande, n'arrivait pas à trouver une religion ou philosophie qui correspondait à son mode de vie jusqu'au jour où il voit The Big Lebowski et là, c'est la révélation. Le fameux take it easy du Dude qui pourrait se traduire par laisse couler colle parfaitement à ses valeurs et convictions et il décide donc de créer une religion autour de ça, le dudéisme. Le dudéisme est donc une religion philosophique, agnostique et libertaire qui autorise à ses adeptes de ne pas la reconnaître comme une religion et à la trouver absurde. Elle prône à l'image du Dude des attitudes positives, relâchées, non matérialistes, ouvertes d'esprit et paisibles comme outil pour atteindre la tranquillité de l'esprit. Pour les dudéistes, mieux vaut vivre des plaisirs simples et journaliers comme prendre un bain ou jouer au bowling avec ses potes plutôt que de chercher à accumuler des richesses comme moyen pour accéder au bonheur. Chaque humain peut être ordonné prêtre dudéiste simplement en allant s'inscrire sur le site internet.
Il s'agit vraiment d'une parodie de religion, puisque leur icône est un personnage de fiction assumé et qu'elle est open source, c'est-à-dire que chacun peut contribuer à la faire évoluer puisqu'il n'y a aucune hiérarchie. Ils se disent d'ailleurs être la religion se répandant le moins vite au monde, et c'est pourtant pas moins de 350 000 membres qui en font partie. Rien d'étonnant à tout ça, car il s'agit tout de même d'une véritable philosophie de vie qui s'inspire de bon nombre d'autres philosophies très connues. Ainsi on pense directement au bouddhisme, au taoïsme, à l'épicurisme et bien sûr à l'humanisme. D'ailleurs sur leur site, parmi les grands dieux de l'histoire, on peut retrouver Lao Tse, créateur du taoïsme, Jésus, Héraclite, Bouddha, Gandhi ou encore Snoopy. Bref, vous en connaissez, vous, des films et personnages si puissants qu'ils ont créé une religion? Et qui sait, peut-être qu'un jour grâce à moi on créera le boubéisme. Les grands films cultes se reconnaissent à leur manière de se nourrir du réel et de l'histoire avec un grand H pour finir par l'influencer et l'impacter. Et c'est exactement ce que fit The Big Lebowski en inspirant la culture populaire au point de créer un festival, le Lebowski Fest, une religion, le dudéisme, un bar en Islande, assimilant à tout jamais le russe blanc au personnage du dude et donnant même son nom à 2 espèces d'araignées endémiques de Tanzanie. Et bien sûr, la réussite ultime d'un film prouvant qu'il est entré au panthéon des films cultes et son adaptation pornographique. Ah, pas encore vu celui-là. Mais après vous avoir parlé de tout ça, venons-en en fait. Pourquoi est-ce que j'aime autant The Big Lebowski? Allez s'écouter un petit peu de musique. The Big Lebowski, c'est avant tout l'écriture de génie de Joel et Ethan Coen, qui n'ont pas leur pareil pour créer des dialogues absolument merveilleux, et ce, dans l'ensemble de leur filmographie. Je me demande sans cesse comment on peut réussir à inventer des répliques pareilles. Tout paraît absurde, les conversations sont décalées, tout est sur le fil du rasoir et peut basculer à tout moment dans le ridicule, et pourtant ça marche, et pas qu'un peu. Bien évidemment, la qualité des acteurs y joue une place primordiale, et pourtant eux-mêmes confessent ne vouloir rien changer aux lignes de texte, aux soupirs et pauses tellement les frères Coen sont précis, tels de véritables snipers du rythme. Ainsi, les dialogues de The Big Lebowski s'écoutent comme une musique que l'on peut entendre encore et encore, et s'ajoutant à une bande-son extraordinaire qui symbolise elle aussi toute une époque. Car oui, The Big Lebowski incarne malheureusement au travers du dude la fin d'une époque, celle des années 60-70 et du flower power, où des hippies utopistes rêvaient un monde meilleur. Une époque qui a laissé place dans les décennies suivantes à celle du capitalisme violent d'aujourd'hui. Un libéralisme où la réussite est professionnelle, matérielle et non basée sur un bonheur plus simple, sans compétition. Où le laisser-aller, l'erreur et la fragilité sont interdites. Où il faut prendre sa vie en main pour la réussir et non se laisser porter comme le fait le dude tout au long du film. D'ailleurs, le buisson du début métaphorise parfaitement cette image du dude, se laissant aller au gré du vent d'un endroit à l'autre, lâchant prise sans chercher à contrôler les choses. Et pourtant, le dude est en même temps extrêmement fort, car c'est quelqu'un qui a choisi de conserver ses idéaux, son mode de vie sans se compromettre, alors même que la vague hippie ou encore mai 68 en France nous ont souvent montré l'inverse, où les plus virulents opposants au régime sont devenus les plus libéraux d'aujourd'hui et ont pactisé avec. Bien sûr, c'est difficile de nager à contre-courant toute sa vie, mais le dude tient bon. Il ne trahit personne et encore moins sa façon de vivre et de penser. Il est une sorte de héros ou d'anti-héros des temps modernes, car il faut finalement énormément de force mentale pour réussir à se moquer du regard des autres dans une société basée sur la valeur travail. Une valeur qui vous définit socialement et qui pourtant ne vous définit pas une seule seconde en tant que personne. Et comme le dit Tyler Durden, vous n'êtes pas votre travail. Nous sommes des êtres doués de sensibilité, d'idéaux, de rêves, des choses extrêmement dures à préserver dans un système si compétitif et toujours plus basé sur le jugement et le regard de l'autre. Et le dude réussit justement cette chose extrêmement difficile aujourd'hui, se moquer du jugement. Dude n'a pas de travail, et pourtant il se fiche du dédain avec lequel le traite ce bon vieux réactionnaire qu'est The Big Lebowski. Et à l'inverse, le dude n'essaye pas une seule seconde de le changer. Il respecte sa manière de voir les choses et continue son chemin, sans vouloir transformer l'autre, le modeler tel qu'il aimerait qu'il soit. Et c'est tout simplement ce que l'on appelle le respect qu'il incarne à merveille. Malheureusement pour lui, dans ce nouveau monde, il ne cessera de se faire manipuler par tout un tas de gens, cherchant avant tout à servir leurs propres intérêts personnels. C'est ainsi, c'est la comédie humaine, celle qui perdure depuis des siècles et que Joel et Ethan Coen ont parfaitement su décrire dans un film qui paraît pourtant irréaliste. Car The Big Lebowski fait partie de ces films où l'irréel surgit pour décrire mieux que toute chose une réalité dont nous pourrions en déduire qu'elle est absurde. The Big Lebowski, c'est également la critique d'un système, d'une manière de penser. Celle de vouloir toujours tout régler par le conflit, comme le fait Walter, comme Bush avec la guerre du Golfe, comme les nihilistes et j'en passe. Une façon de faire qui dans le film se termine toujours mal, et prouvant au travers du dude, refusant cet engrenage et s'en sortant parfaitement, que la solution ne se trouve jamais dans la guerre ou le conflit puisqu'elle ne fait qu'en produire de nouveau. Enfin, le film ne se termine ni sur un happy end ni sur un changement, une évolution du personnage principal comme dans la plupart des films. Ici, le dude, malgré tout ce qu'il a traversé, tient bon.
Il pourrait être déçu d'avoir loupé $1 million, d'avoir perdu son pote Denis ou bien sûr son fameux tapis. Et pourtant non, le dude reste le dude et continue de faire ce qu'il aime. Jouer au bowling avec ses potes, fumer de la weed, méditer dans son bain et boire ses fameux Russes blancs. Des plaisirs simples en somme, qui dans un monde où la consommation se base sur nos frustrations, nous permettent, si nous arrivons à nous en contenter, d'être heureux et apaisés. Ainsi, pour conclure, je pense que s'il y a bien quelqu'un sur qui nous devrions prendre exemple sur cette planète, ce ne sont pas toutes ces stars, présidents, hommes ou femmes de pouvoir affichant leur ego et richesse matérielle comme réussite, mais bien le mec le plus cool du monde, le dude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est ton opinion, mec. Alors continue de te la couler douce pour nous, mec. C'est rassurant de te savoir là, quelque part, prêt à te faire une petite partie de bowling ou à te siroter un petit Russe blanc. Tiens bon, dude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, à vous abonner et la partager. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à soutenir Deadwill via Tipeee, qui constitue sa principale source de revenus. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love.